Donc n'hésitez pas, je ne sais pas où sont les micros, mais s'il y a des mains qui se lèvent, on les verra d'ici. J'en vois une déjà sur le 3e rang ou 4e. Et on va pouvoir, comme ça, pendant une bonne demi-heure ou peut-être un peu plus, échanger. Tant qu'il y aura des questions, en tout cas, on pourra le faire. Et monsieur au polo vert, on vous écoute. Donc Jean-Louis Poilion, jardin de Cocagne, de la Haute-Borne et du Raquet, dans le nord de la France. Il y a un point qui n'a pas été jusqu'à présent abordé, dont je voudrais témoigner. Au moins pour le jardin de Cocagne que j'ai créé à Villeneuve-d'Ascq, donc près de Lille. C'est peut-être sans doute une réalité plus proche des villes pour l'instant que, à mon avis, plutôt rurale. On a, moi je le vois en 12 ans, 13 ans, une très grande évolution donc des personnes qu'on accueille. D'abord, on a plus de seniors. Et il y a un petit point qu'on n'a pas abordé, mais qui est un point technique, c'est que du coup, on a la possibilité de garder les seniors plus longtemps, c'est dans leur intérêt, etc. Par contre, financièrement, avec le FSE qui nous donne 1500 € par personne, on a intérêt au turnover. Et on n'a pas intérêt au CDII, comme vous l'évoquez. Oui, on n'a pas intérêt à garder les personnes. Donc ça pose un premier sujet. On a des seniors, on a des jeunes qui sont très désemparés et de plus en plus fragiles psychologiquement. On n'a plus du tout le profil de quelqu'un qui a une fracture à un moment dans sa vie, mais qui avait déjà une expérience professionnelle, et puis à qui on remet le pied à l'étrier et qui retourne sur le marché du travail. Moi, j'estime aujourd'hui qu'on a plus de 50% des gens qui n'iront pas sur le marché du travail tel qu'il est. Alors on peut le voir comme on veut, soit le marché du travail n'est pas fait pour eux, soit ils ne sont pas faits pour le marché du travail. Il y en a, c'est volontairement qui n'iront pas. Il y en a d'autres par une espèce d'incapacité. Et puis, donc, on va aussi, nous, par exemple, sur le projet Convergence. Donc là, on a encore des gens qui sont bien, bien plus loin. Et enfin, troisième point, à Villeneuve-d'Ascq, pour la première fois l'an dernier, on a eu des problèmes de recrutement dans notre ACI. Dans le même temps, j'étais dans le projet Territoire Zéro Chômeur. Il y avait 40 candidats avant la Covid, 4 en sortie de Covid. On a collectivement abandonné le projet Territoire Zéro Chômeur à Villeneuve-d'Ascq. Et sur les 65 000 personnes habitantes de Villeneuve-d'Ascq, il y a 2200 personnes au RSA. Donc, je vais énerver quelques-uns, mais tant pis. Je trouve que c'était une assez bonne intuition de dire, parce qu'en fait, on se retrouve avec des gens qui ont une culture très, très éloignée du travail. Voilà. Et donc, comment faire pour amener ces gens à nouveau au travail, sachant que moi, je suis inconvaincu, mais je pense la plupart d'entre nous, de la dignité, de l'importance du travail pour la constitution de soi et aussi, évidemment, la constitution du lien social. Donc, par exemple, dans cette intuition de dire qu'il faudrait que les bénéficiaires du RSA travaillent 15 heures, moi, je trouve que c'est peut-être pas une mauvaise idée pour les inciter à reprendre doucement la marge du travail. Et je trouve que nous, par contre, il faudrait que les ACI soient fléchés pour ça et du coup, qu'on trouve le modèle économique qui va bien. Mais voilà, comment on acculture les personnes au travail? C'est peut-être pas effectivement une opinion très partagée, mais elle a le mérite d'être exposée et puis vous avez le mérite de l'assumer. Je ne sais pas si ça suscite une réaction. Peut-être Yann Fradin pour les restos. Pour Emmaüs, pardon. Pour Emmaüs, oui. Non, mais ce que tu dis, c'est le dispositif premières heures. Je veux dire, on a gagné avec cette invention du dispositif premières heures qui a été expérimenté. Il est rentré dans la loi IAE il y a 2 ans. Et donc le travail qui s'appelle le travail de courte durée. Et après, il se décline en DPH, en PHC, en premières heures en chantier, dans différentes formes. Mais je ne sais pas si Rémi Tricard est toujours là, mais ou quelqu'un de Convergence France peut en parler aussi. Mais je veux dire, on a cet outil et il a été défini par la loi que c'était les ACI qui portaient les DPH. Donc je veux dire, on a vraiment l'outil aujourd'hui. Il n'y a vraiment plus de soucis. Après, il faut le mettre en œuvre sur les territoires, etc. Mais on a vraiment un très bel outil pour justement amener les personnes petit à petit vers l'emploi. On a encore quand même un souci qui est la question des 2 ans. Oralement, c'est écrit, c'est dit oralement qu'il n'y a pas de problème, et on l'a déjà vu pour d'autres cas de figure, de prolonger les 2 ans si jamais la personne, évidemment, elle a fait 2 ans de DPH, que son parcours d'insertion ne s'arrête pas là, ça serait totalement absurde. Et on est bien conscient que je ne vois pas aujourd'hui, et à ma connaissance, il n'y a jamais eu aucun refus
Par contre, il y a un travail administratif. Peut-être que dans le cadre de France Travail, par exemple, ça sera un sujet à travailler pour fluidifier cette partie et cette montée en puissance. Pour ceux qui ne sont pas en convergence, je rappelle que ceux qui sont dans le dispositif convergence, eux, peuvent être sur un parcours de 5 ans. Nathalie, peut-être une réaction aussi sur cette question du RSA. C'est la question du RSA conditionné aussi qui est posée. Je crois que sur la question du RSA conditionné, ça fait partie des points qu'on a partagés ce matin et qu'on va continuer à partager sur les éléments de vigilance et effectivement l'effet non-recours que peut avoir la question qui est pourtant paradoxale, puisque là, il y a une volonté d'aller vers, mais il y a souvent des bonnes intentions qui sont parfois pas adaptées à l'ensemble des parcours. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à pouvoir montrer une diversité de parcours et modulariser, entre guillemets, la question du parcours intensif ou des 15-20 heures. On s'en rend compte, puisque Thibaut Guilluy en a beaucoup parlé sur le contrat d'engagement jeune en rupture, je dis bien, que cette question de l'exigence d'accompagner la personne, d'aller chercher la personne, c'est vraiment des choses sur lesquelles on est tout à fait raccord. La nécessité d'être beaucoup plus en lien sur des organisations qui deviennent complexes parce qu'on a des enjeux effectivement de logement, de mobilité, de garde d'enfants, de santé, etc., etc. Mais de le faire, encore une fois, avec le projet de la personne, avec ce qu'elle peut mobiliser au moment où elle peut mobiliser. Donc, on a plein d'espaces de travail, que ce soit là dans l'expérimentation, puisqu'il y a une expérimentation avec 19 territoires, enfin non, maintenant 18, puisqu'il y a un territoire qui s'est enlevé de l'expérimentation, qui doit nous permettre vraiment de rentrer entre guillemets dans la matrice et de pouvoir justement placer au bon endroit les différents éléments et peut-être de laisser de côté, en tout cas on l'espère, jusqu'au bout on y croit, les éléments qui seront pas probants par rapport au public. Ça change la nature du modèle quand même, petit à petit, de l'ACI. Ça change la nature du modèle en fonction de là où sera placée la CI. Et c'était bien ça, tout l'enjeu des questions qu'on a commencé à poser ce matin et qu'on va continuer à poser sur est-ce que c'est uniquement une réponse d'aval liée à une orientation ou est-ce que c'est aussi une réponse d'amont ou une réponse pleinement intégrée dans la réflexion qu'on peut avoir avec l'ensemble des partenaires, ce que nous demandons dans la gouvernance, et qui, encore une fois, fait partie, non pas d'une petite partie de la réponse, mais bien d'une vision partagée. D'autres questions peut-être dans la salle? On a ces deux micros qui tournent, je vois une main qui se lève vers le milieu de la fosse. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est en haut, premier balcon. Ah voilà, donc on va essayer de faire parvenir le micro à ce monsieur qui est là au 5e rang, et puis en attendant, on va vous écouter au premier balcon. Voilà, je vous vois. Donc, Julien Rouault, coprésident Chantier École Pays de la Loire et directeur d'une ACI sur Carquefou à côté de Nantes. Je suis très inquiet du dernier propos du ministre sur l'idée de financer au statut salarié et pas au statut de la SIAE, parce que indirectement, c'est un petit peu la fin des ACI qui vient de nous annoncer là, si jamais ça allait sur cette piste-là. Aujourd'hui, d'entendre ce propos-là, à la fin de ce propos-là, franchement, je suis hyper inquiet d'entendre ça de sa bouche devant nous tous. Je vois pas comment... c'est mettre le monde du privé en concurrence avec nous directement pour recevoir des subventions qu'on a déjà du mal à se répartir entre les différentes familles SIAE. Donc je voulais avoir un retour du ressenti des différents présidents là-dessus, parce que je vois un gros voyant rouge clignoter sur ce sujet-là. Merci pour cette remarque et cette interpellation. Qui veut répondre? Peut-être Laurent Pinet pour le CORAS. Peut-être avec un autre micro. Il faut changer. Il faut couper celui-là. On va l'arrêter complètement et on va recommencer avec un autre. Voilà. 1, 2. Voilà, ça va marcher. C'est mieux. Ok. Un début de réponse. Moi, j'ai pas tout à fait compris qu'il s'agissait de ça dans son propos. Parce que son dernier propos m'a aussi fait réagir et je suis ok pour qu'on en discute un peu et qu'on confronte les points de vue. Moi, j'ai surtout entendu qu'il y avait derrière une question de l'ACI a surtout une vocation d'accompagnement et la question de l'activité économique
devait rester, alors il a semblé dire marginal. Moi, j'ai quelque part entendu très, 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 très en arrière-plan, voire quasi inexistante. Comme si, effectivement, dans la vision qui était exprimée là, il y avait une espèce de... Il y a des structures d'insertion par l'activité économique et on y met les 3 autres modèles. Et puis l'ACI doit rester un modèle de structure d'insertion par l'activité, mais déconnecté d'une réalité commerciale, marchande. Alors que mon point de vue, mais là aussi l'espace est complètement ouvert et complètement partagé, c'est la notion d'activité économique qui fait avancer les personnes, qui les intègre dans un modèle qui les fait progresser et qui les fait se projeter vers une inclusion économique dans le marché du travail classique, et que d'enlever cette partie-là, pour moi, elle dénature le sens même de l'insertion par l'activité économique, et quelque part, elle fait sortir l'ACI du modèle IAE. Et personnellement, voilà, je suis prêt à en débattre et à argumenter à l'inverse. Voilà. Dominique Hayes pour le réseau Cocagne, et puis David Oriot ensuite pour Chantier École. Très concrètement, et aussi adroitement que je le pouvais, j'ai essayé quand même d'enfoncer une petite banderie. Bah oui, je dois vraiment avoir un problème avec l'usage des micros, j'en suis désolé. Bon, c'était effectivement particulièrement décontenançant, hein. Je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure. Je pense que c'est la mauvaise nouvelle la perspective de mauvaise nouvelle de la journée. Je pense qu'il y a une mécompréhension très forte, non seulement de ce que ça peut contribuer à l'équilibre de notre économie, mais surtout à la qualité de ce qu'on peut faire et des alliés qu'on peut trouver par rapport à la qualité de ce qu'on fait, et cela en plus de ce que l'activité, quand elle réussit, quand elle est utile. Nous savons tellement bien à Cocagne, quand chaque semaine, les salariés en insertion sont auteurs eux-mêmes de la délivrance de paniers hebdomadaires, mais bien évidemment que ça contribue à donner de la consistance à leur parcours et à les mobiliser effectivement sur un devenir meilleur auquel ils croient. Il est hors de question qu'on puisse lâcher cela. Pour moi, il est hors de question qu'on puisse lâcher cela. Et je pense pouvoir dire, ou en tout cas moi je le propose effectivement à mes confrères, que c'est le point principal sur lequel il faudra travailler, faire du plaidoyer, faire de la démonstration. Tout à l'heure, le président Oriot disait on doit toujours apporter la preuve et apporter la preuve. Ben, oui, et c'est, je pense là-dessus effectivement qu'il faudra à l'avenir de se battre, au-delà des sécurités budgétaires qu'il nous faut toujours suivre, ces questions d'accès à la formation, etc. Je pense que là est le vrai péril, là est le vrai danger, et c'est là qu'il faudra mobiliser nos forces pour faire en sorte que le statut d'ACI continue ici dans ce pays. Oui, on risque pas une simple évolution, mais une révolution qui serait pas très bonne, hein, si on vous suit. David Oriot pour Chantier École. Oui, juste pour compléter, le voyant rouge que Julien Roux a soulevé, je l'ai vu à peu près de la même façon, où je me suis dit, comme dit Dominique, il revient à ce qu'on a vu, une part variable en fonction de la situation des publics, France Travail, une évaluation. Tu es dans telle situation, tu vas avoir accès à l'emploi rapidement, on te donne temps sur les 2 postes et autres. C'est quand même des choses qui sont prégnantes, qui reviennent de façon régulière. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, en tout cas pour moi, un voyant qui est au rouge. À partir du moment où on a un voyant qui est au rouge, on va engager des travaux à partir de septembre, octobre. On fera préciser les choses. Ça nous permettra aussi de construire nos argumentaires. Et comme le dit Dominique, on va démontrer encore, s'il le faut, que le modèle chantier d'insertion est l'outil qui permet de répondre à la situation que l'on a actuellement, avec des publics qui sont réellement en difficulté, une situation de plein emploi. Et si on a une part variable et qu'on n'a pas une aide au poste à la hauteur de ce qu'on a actuellement, pour ne pas dire plus, nos modèles seront fragilisés. Si nos modèles seront fragilisés, on ne pourra plus accompagner, on ne pourra plus former. Je me suis absenté pour accompagner le ministre et il avait besoin de clarifier une chose en aparté. Il avait le sentiment que la partie liée à l'activité, donc les 30%, que les chantiers d'insertion avaient des pratiques tarifaires
relativement basse pour faire en sorte... non mais justement, mais c'est bien qu'il ait posé la question en aparté. Nathalie est encore là, on a pu lui répondre et j'ai continué de lui répondre en le raccompagnant. Et il pensait qu'on était toujours... Il y a eu, il faut qu'on se le dise, il y a eu ce type de pratique il y a un certain nombre d'années en arrière. Et il voulait le vérifier. Et en gros, il se disait, puisque vous avez des financements publics, sur la partie des 30%, vous avez des pratiques tarifaires qui sont à la baisse. Je dis non, aujourd'hui, les chantiers d'insertion, ils ont très clairement des pratiques tarifaires qui sont à la hauteur de ce que pratique le secteur marchand, pour ne pas dire, parce que je pense qu'on peut tous le démontrer à un moment donné, que parfois, on est plus cher que le secteur marchand. Et c'est un argument qui l'a rassuré. Et il était un peu convaincu, c'est un peu comme avec les conseils départementaux. Il ne voudrait pas que l'État vienne se substituer à d'autres financeurs et il ne voudrait pas que l'État vienne se substituer à des pratiques tarifaires inférieures que l'on pourrait avoir. Donc je pense que c'est aussi une clé d'entrée qu'il faudra que l'on ait et sur laquelle il faudra qu'on puisse objectiver pour justement lui démontrer que non, les 70 sont fondamentaux. Et si vous touchez... Et si vous avez une approche par public, vous touchez à notre modèle et non. Allez, Frédéric Fonton pour le mouvement des régies ou Yann Fradin. Oui, non, juste revenir que moi, je ne l'ai pas vu si négativement que ça. J'ai vu son interrogation, effectivement, sur la partie marchand-non marchand, qui, par ailleurs, moi, je pense, est quand même une bonne question sur la question de qu'est-ce qu'on produit comme service. Et quelque part, il l'a un peu dit en disant, attention, est-ce qu'il y a des chantiers qui, contraints, je veux dire, là-dessus, vont pas vers trop de productivité, entre guillemets. Et ça, il faut toujours qu'on s'en méfie. Mais, je veux dire, on a un outil qui est sous-utilisé, moi, je trouve, dans les ACI, qui est la convention d'objectifs et de moyens. La convention d'objectifs de subvention pour certains services, ça ne marche pas pour les paniers et d'autres choses, par exemple pour Cocaine, mais par contre dans les services aux collectivités, c'est beaucoup plus adapté de ce point de vue-là, et on est dans le non-marchand, donc on sort de cette logique du marchand, de ce point de vue-là, tout en étant dans la vraie activité, la vraie productivité, et de la vraie activité, donc avec un service rendu à la collectivité, mais qui n'est pas sous un forme marchande, c'est-à-dire avec des baisses de productivité, etc., des primes ou au contraire des malus, etc. Donc d'une part, et d'autre part, moi je pense que le sujet qu'il y a, qui vraiment vient dedans dans la question quelque part qu'il pose, c'est quand même de remettre au centre, quoi. On l'a toujours mis, mais de le remettre, que ce soit l'État qui le remette, c'est-à-dire la question du social au cœur des ACI, avec la question notamment qui est mise sur la table, de dire de sortir des critères de sortie uniquement à l'emploi, mais de rentrer, ce qui était, je me souviens, une vieille revendication de la FAS il y a 20 ans, donc c'est pas nouveau, quand on a sorti les critères sociaux de l'analyse, des analyses de sortie, donc que ça soit la santé, que ça soit le logement, etc. Aujourd'hui, une personne qui sort au chômage pour X raisons, qui n'a pas de solution, et à qui on a trouvé un hébergement, qui est un hébergement durable, voire même un logement, qui ensuite a engagé un gros parcours de santé, c'est considéré comme un échec au niveau de quoi. C'est pas pris en compte du tout. C'est pas considéré un échec, puisqu'on a le droit, entre guillemets, à 40% ou à 30% selon les cas de non-sortie positive, entre guillemets, dynamique. Mais en tout cas, voilà. Donc je crois que cette question-là, elle est devant nous, et de vraiment travailler dans les groupes de travail. Il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus pour que vraiment ça soit, moi j'adore ce mot, l'insertion par l'activité économique. On est bien l'insertion, et l'activité économique est un super moyen de développement des territoires, mais c'est quand même l'insertion qui est au cœur de notre action. Nathalie Latour, pour la Fédération des acteurs de la solidarité. En une minute, parce que ce qui est important, c'est qu'on vous écoute, oui. Mais parce que c'est là un point qui va nous engager tous ensemble. Et d'une certaine façon, c'est toujours effectivement déconcertant de l'entendre comme ça. Mais on le savait, c'est la feuille de route IAE, donc ça faisait partie des points qui étaient en tension. C'est bien pour ça qu'on lui a posé cette question. Donc ça a le mérite de rendre intelligible devant tout le monde que ça fait partie des points sur lesquels on savait déjà qu'il y aurait un travail de fond à engager avec ce qu'on dit, c'est-à-dire des analyses qui sont pas inintéressantes du côté du message positif qu'on a envie d'entendre sur le fait que oui, c'est des structures qui ont besoin aussi d'être accompagnées, d'être stabilisées par rapport au public. Et de l'autre, c'est aussi tout l'enjeu de la place de l'économie sociale et solidaire dans l'économie. C'est tout. Derrière ça, il y a aussi un fond de travailler, comment on conçoit ça. Donc ça, on sait que ça va être notre bataille dans le bon sens du terme. Ce que je voudrais dire d'un point de vue positif, c'est que on
On est déjà pas mal outillé pour le faire et on a quand même un tout petit peu de temps puisqu'il a réaffirmé la trajectoire sur l'aide au poste en redisant qu'il voulait prendre le pic. Il nous a réaffirmé que sur 2024, de toute façon, ça ne changeait rien puisque le PLF, et puis on va être de toute façon en vigie totale sur le PLF, de toute façon, n'allait pas pouvoir, et les engagements de crédit qui étaient dans une volonté effectivement de développement et d'évolution, comme nous l'a dit, ne pouvaient pas tenir compte dès 2024 des travaux. Donc voilà, c'est là aussi en termes de calendrier et de projection, il faut bien évidemment qu'on soit très mobilisé, mais ce n'est pas dès 2024 que d'un seul coup le couperet va tomber. Frédéric Fonton pour le mouvement des régies. Oui, merci. Non, en fait, je voulais réagir un petit peu là dans le sens de ce que disait Yann, c'est que pour moi, c'est pas un voyant rouge. C'est-à-dire qu'à un moment, tout est question d'équilibre. Quand on a sur un chantier, parce que les personnes sont loin, un jour la moitié des effectifs, on peut effectivement pas faire une certaine production. À l'inverse, s'il n'y a aucune production à faire, on respecte pas nos salariés, on leur donne rien, on fait de l'occupationnel, on reviendrait à des vieux chantiers qui sont de la mobilisation, et c'est pas bon non plus. Alors, quand on a dit ça, la vraie question, il me semble, c'est effectivement de se dire à quel moment on risque de basculer dans du trop marchand et on oublierait les publics et nos habitants pour lesquels on est là. Et c'était ce qu'on avait lancé dans un premier groupe de travail, notamment toute la question du pourcentage possible de vente sur l'ensemble du budget de l'ACI, qui aujourd'hui est limité à 30%. On voulait globalement qu'il puisse être augmenté. Alors chacun avait différents critères. On y met ça, on n'y met pas ça. On met les conventions de moyens d'objectifs, on met les marchés d'insertion, on ne les met pas, etc. Et ça, il y a un vrai travail à faire. Et il y a du temps à passer là-dessus. Mais effectivement, il y a l'accompagnement. On est bien par l'insertion, par l'activité économique, donc il faut qu'il y en ait. Maintenant, ça sera effectivement à quel endroit on met le curseur et peut-être n'allons pas trop loin demain sur le marchand parce que quand on a déjà des dettes qui nous disent « Ah mais vous êtes chantier, ça avance, il vous faut vous transformer en EI », faut peut-être qu'on fasse attention effectivement d'être sur des choses proportion gardée. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Sans opposer les modèles, bien sûr. Oui, question. Alors il y avait, je crois, voilà, monsieur avec le micro, du coup, vous l'avez ? Il arrive. Oui, et après, oui, on voit bien les mains. Bonsoir, Patrick Valentin. Donc, je suis président d'un chantier d'insertion à Angers, mais aussi à l'origine de Territoire Zéro Chômeur. Et je suis très, très heureux d'être là aujourd'hui, et en particulier avec les personnes que je vois sur le plateau. C'est vraiment le plus important, à mon avis, c'est qu'on soit ensemble. Et par rapport à ce qui s'est... Je vais pas revenir sur ce que vous venez de dire, je suis absolument d'accord avec les analyses les plus sévères concernant le ministre, malheureusement, et tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, madame, à la fin, c'est-à-dire c'est d'abord un problème d'économie solidaire, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Claude Alfandéry ce matin, et là-dessus, je ne reviens pas. Par contre, il y a 2 points pour lesquels je pense que notre présence ensemble et tous les autres auxquels je pense, parce que je suis très heureux qu'on soit ensemble, c'est particulièrement agréable, mais il y a tous les autres, et en commençant par les ESAT, les EA, les EI, et évidemment les EBE. Enfin, les EBE, certaines sont là. Il faut qu'on arrive, nous sommes 6350. Si nous nous mettions d'accord sur certains points pour créer l'économie solidaire avec sa place et à partir du droit constitutionnel, en partant de là, on aurait une force formidable. Et nos petites différences qui sont petites sur l'objectif et qui sont très importantes sur les moyens seraient assimilables. C'est-à-dire on a besoin de tout le monde, chacun dans sa spécialité, on a besoin de plus de spécialistes, on a besoin aussi de gens plus généralistes. Et ça, si on arrivait à rassembler tout le monde dans une prochaine réunion, je vous assure que ce serait formidable. Et peut-être qu'on donnerait des enseignements à notre admirable ministre. Alors, là, deux petits points.
la question de l'argent. Quand j'entends dire que c'est 1,3 milliard, c'est faux, c'est complètement faux. Le contribuable va payer à probablement 200 000 euros. Et encore, ce n'est pas sûr. Et dans certains cas, le contribuable va y gagner. Je suis été président d'une entreprise d'insertion, j'en suis plus que le conseiller d'administration aujourd'hui. Nous faisons gagner de l'argent systématiquement aux contribuables avec nos entreprises d'insertion. Et aussi pour d'ailleurs les entreprises adaptées. J'ai fait le calcul pour les entreprises adaptées, mais je parle en comptabilité. Je ne parle pas de l'argent avec les différents retombées. Non, simplement en comptabilité. C'est-à-dire si vous faites le compte de ce que nous apportons, l'entreprise adaptée dont je suis conseiller d'administration aujourd'hui, elle apporte en comptabilité, la seule chose qui ne soit pas comptable, c'est le forfait d'allocation économisée que je décompte. Eh bien, pour tout le reste, les impôts, taxes et cotisations, nous apportons 1 million par an à la collectivité. Et l'État prétend qu'on coûte de l'argent. Mais non, c'est faux. C'est faux, il faut le dire et le redire. Nous ne coûtons pas ce qu'ils disent. Ce sont des cuisiniers, ils font de la cuisine comptable, mais ce ne sont pas des politiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour ce témoignage. Peut-être un mot sur le fait d'être ensemble. Ça, c'est intéressant. Peut-être un mot sur le contexte de l'organisation de cette journée et puis peut-être de ce qu'elle peut donner aussi à l'avenir, puisque l'idée, c'est de continuer à travailler en interréseau sur cette question de la défense du modèle des ACI. Peut-être Yann Fradin, rapidement. Effectivement, alors ce colloque ACI, je crois, à ma connaissance, pour être depuis plus de 30 ans dans l'IAE et dans les ACI, je crois que c'est la première fois qu'il y en a un. Hein, la première fois en France qu'on a un colloque sur les ACI, interréseau, tous ensemble. Chacun, on a pu en faire, la FACH, Chantier École, Cocagne et d'autres, Emmaüs ou autres, mais tous ensemble de faire un colloque comme ça. Donc ça, déjà, super. Deuxième chose, il est issu du collectif IAE. Donc vous savez que les 134 millions d'euros, pourquoi on a réussi à les obtenir, c'est pas... On ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas, on s'est mobilisés tous, les 9 réseaux de l'IAE, ensemble pour faire un communiqué de presse dans un premier temps et ensuite une demande. Et comme l'a rappelé tout à l'heure David, je crois que c'était à la conférence de presse, je ne sais plus si ça a été dit ce matin, mais donc on avait demandé, nous, on avait évalué les besoins à 95 millions d'euros et au final, l'État a refait les comptes, c'est quand même assez exceptionnel, et il dit non, en fait, c'est 134 qu'il vous faut, ce qui est quand même pas mal là-dessus. Il en manque encore, mais en tout cas, on a pu bien avancer et ça, c'est parce que on est toutes et tous ensemble et donc il faut qu'on continue, on souhaite continuer. C'est pas toujours simple parce que de travailler, bon, c'est chacun dans nos réseaux ou dans nos organisations, c'est pas toujours facile de se comprendre. Quand on est 6 et puis 9, c'est pas toujours facile. Et puis Patrick Valentin, que je salue, parlait aussi des autres, hein, des structures de l'emploi adapté, de TZ, etc. Donc effectivement, il reste du travail à faire, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on veut avancer. Et donc à partir de l'automne, on a des réunions régulières donc, avec le cabinet du ministre. Et donc, à partir de l'automne, on aura des groupes de travail. On a demandé que certains se passent en région, soient faits aussi, et soient vraiment faits par les acteurs, donc avec des régions qui se porteront candidates ou qui sont déjà un peu organisées, d'un interréseau, toujours en interréseau, et avec les services de l'État et les collectivités, d'associer le maximum de parties prenantes sur donc, quatre thématiques pour travailler sur la feuille de route, comme l'appelle le ministre, la feuille de route de l'IAE. Merci. Autre question, je vois il y a pas mal de mains qui se lèvent. Alors oui, monsieur d'abord, parce qu'effectivement ça fait un petit moment que vous attendez. Puis j'ai vu 2 autres mains tout à l'heure. Par la suite. Jean-Pierre Caillon, donc je me suis présenté ce matin, je ne vais pas me représenter. Moi j'étais rassuré dès le début par le ministre quand il a dit qu'il n'y avait pas de problème, on était encore dans le pacte d'ambition. Et après j'ai été quand même un peu plus inquiet. Donc le PIC-IE, donc j'ai senti quand même qu'on allait vers le Pôle emploi. Alors si le Pôle emploi ramène dans le PIC-IE l'argent qu'il devrait mettre, pourquoi pas, mais ça n'a pas été dit clairement comme ça, donc il y a quelques inquiétudes à avoir. Et puis la dernière intervention, effectivement, pour avoir beaucoup travaillé aussi avec les ministères, souvent on me disait mais écrivez votre doctrine. Moi je pense qu'ils l'ont écrit leur doctrine, mais que nous on ne l'a pas écrit encore. Et donc je pense qu'on a besoin d'écrire notre doctrine ensemble
et de faire en sorte que le modèle qu'on a défendu depuis 30 ans et qu'on met en œuvre depuis 30 ans perdure. On peut l'améliorer, mais pas le transformer. Que ce soit l'État qui nous dise comment se tourner vers plus encore les personnes qu'on accompagne, c'est quand même un peu le comble, quoi. C'est pas à l'État de nous dire ce qu'on doit faire. Nous, on dit simplement ce que eux, ils doivent, comment l'État doit nous accompagner, comment les collectivités doivent nous accompagner, comment ils doivent être partie prenante du modèle économique. Mais je pense que ce serait une vraie erreur de bousculer le modèle économique des ACI aujourd'hui, alors même qu'il a fait ses preuves, que c'est une économie de proximité qui fonctionne et qui est au service des territoires et des citoyens et des citoyennes. Qu'on le fasse un peu évoluer, oui, mais pas dans ce sens-là. Merci. On a au deuxième rang... Oui. Ah bah, pardon, le micro a été saisi. Oui, bah, ça fait un moment que je l'attends. Jean-Christophe Thiolot, président Chantier École Bourgogne-Franche-Comté et vice-président de Chantier École Nationale au plan stratégique. Alors, certes, les propos du ministre ne m'ont pas rassuré, mais certains propos dans la salle ne me rassurent pas non plus. Sur la question de la commercialisation, je crois qu'on est des entrepreneurs. Et ce qu'on laisse en termes de permissivité aux entrepreneurs, c'est le choix de développer ou non certains volumes d'activité. Certes, nous sommes contraints par la loi sur des logiques de 30% et en CDAE, on arrive à négocier jusqu'à 50%. Mais pourquoi on fait plus de 30% ? Parce que rien n'est fait pour consolider les 70% de financement, notamment avec les problématiques, on l'a évoqué ce matin, de cofinancement FSE département. Et puis j'ai envie de vous dire autre chose, créer de l'activité et créer de l'activité rentable. C'est aussi un gain important pour les salariés en structure. Moi, j'ai la chance d'avoir mis en place des activités d'entretien et d'aménagement de berges de rivière. Et je peux vous assurer que quand un salarié crée un abreuvoir, c'est autre chose que de... Et c'est pas péjoratif, mais c'est autre chose que de ramasser du papier et de le mettre dans une poubelle. Donc, je dis, faites attention, gardons notre liberté d'entreprendre. Je pense que c'est aussi... vecteur de progrès pour nos structures et nos salariés. Et attention à ne pas trop cadrer, à ne pas trop flécher, laisser la liberté aux structures de développer de l'activité. Il y a une diversité de modèles économiques et une diversité de cofinancement sur les territoires qui sont complètement disparates en fonction des régions et des départements. Donc laissez la liberté aux structures de créer et de consolider leur modèle économique en fonction de leur réalité d'activité et leur réalité de terrain. Merci. Merci pour ce témoignage. Oui, il y a encore une intervention. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à lever la main. On va vous repérer. Voilà, il y en a deux là-bas pour les micros. Oui, Karine Delière, secrétaire générale du Fonds Agir pour l'emploi du groupe EDF. Donc moi, je voudrais apporter un témoignage avec le regard entreprise, puisqu'on existe depuis 28 ans. On travaille sur l'appui au projet d'insertion et on crée chaque année on contribue à créer 4500 emplois dans le monde de l'insertion, des emplois d'insertion. Donc on a 3 particularités un peu uniques en France dans les entreprises, du moins du secteur privé. La première particularité, c'est qu'on est financé par les dons des salariés et des retraités du groupe EDF, autour de 15 000 donateurs. La deuxième particularité, c'est qu'on est co-géré avec les organisations syndicales, une vraie co-gestion, hein, pas une co-gestion de façade. Et puis, troisièmement, la particularité, c'est qu'on analyse nos projets dans une démarche d'accompagnement et non pas uniquement en considérant qu'il faut rentrer dans des cases. Donc, on a un pool d'une 40aine de bénévoles qui sont tous des anciens dirigeants du groupe EDF ou des anciens directeurs du ministère de l'Emploi. Et ces experts-là, leur boulot, c'est de s'assurer que les emplois qui vont être sauvegardés ou qui vont être créés soient pérennes. Et donc, ils travaillent en partenariat avec à la fois les réseaux de l'insertion que vous représentez, mais aussi les structures en direct. Donc moi, je voudrais témoigner d'un sujet qu'on défend très fortement aujourd'hui, y compris auprès de l'État. C'est cette idée, premièrement, c'est le constat, en tout cas de notre regard, c'est qu'on a fait une alerte sur la situation psychologique des responsables de structures, puisqu'on a observé depuis 3 ans un vrai impact, mais très fort,
sur leur état d'esprit, leur capacité à porter, leur capacité à mettre en œuvre, leur capacité à répondre à toutes les mesures d'impact qui arrivent de tous les côtés, de la part des bailleurs, de la part des financeurs, de la part de l'État, etc. Et nous, on a cette alerte directe, mais que vous connaissez encore mieux que nous, puisque vous la vivez au quotidien. Le deuxième sujet, c'était l'idée de dire aussi qu'aujourd'hui, on est associé à un groupe de travail qui a été lancé par le gouvernement sur la mesure d'impact. Et on est assez critique sur cette question de la mesure d'impact parce qu'on dit qu'à force d'amener des outils de mesure, on ne sera plus en capacité de travailler même l'activité. Et donc ce qu'on veut défendre, c'est une mesure d'impact qui réponde au décloisonnement des environnements. Et finalement, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est l'idée de territoire performant. Et le propos, c'est de dire... Et si on imaginait des territoires qui soient performants sans cloisonner les domaines, qu'est-ce que serait un territoire performant ? Ce serait un territoire où on pollue moins, un territoire où l'emploi se développe, etc., etc. Si bien qu'on arrêterait, nous, entreprises, d'être uniquement cloisonnés à notre domaine, ainsi que tous les acteurs des territoires. J'ai des exemples très concrets aujourd'hui qui sont capables de démontrer que on est en train de glisser vers une case dans l'entreprise EDF, par exemple, de la case solidarité à la case responsabilité sociale de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est grâce, par exemple, au chantier école qu'on a avancé notre outil de mesure d'impact économique au Fonds Agir pour l'emploi. C'est grâce à Cocagne qu'on fait avancer le modèle global. C'est grâce au mouvement des régies qu'on est en capacité aujourd'hui d'aller dans certains quartiers et de mettre en place notre politique de précarité énergétique, etc., etc. Et vraiment, on met en place ce partenariat et je pense qu'il est fondamental de ne pas laisser ces environnements rester cloisonnés parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux très forts que personne n'ignore, à savoir des enjeux de recrutement au sens général. Attention à l'écueil. Non, l'insertion n'est pas le futur vivier de demain classique. Attention, c'est un secteur bien spécifique qu'il faut accompagner, mais qui peut répondre aussi aux besoins de demain. Et c'est également, et je clôturerai sur ça, on en est convaincu, un environnement, un secteur de l'innovation. Aujourd'hui, on l'a vu après le Covid, les structures d'insertion, elles ont été en capacité de répondre aux besoins immédiats, aux besoins de la société. Et ces besoins-là, aujourd'hui, ils vont croître. Et nous, on souhaite vraiment porter cette démarche pour là aussi sortir du cliché de l'insertion misérabiliste. C'est un domaine qui est en difficulté et au contraire, il faut le soutenir parce que demain, on va devoir trouver des solutions à l'évolution de cette société. Et se battre, continuer à se battre. Merci pour cette intervention. Le temps que le micro circule, Dominique Heiss, une réaction ? Franchement, bravo. Moi, je n'ai absolument rien à redire à ce que vous dites, et c'est exactement, plus près. Je pense, de ça qu'il s'agit. Et je pense que Claude Alfandéry, tout à l'heure, nous y a appelé d'une certaine manière. Sommes-nous prêts à laisser cette économie de la confrontation ou organiser cette économie de la coopération ? L'économie de l'occupation n'est pas une économie. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut, et parce que je ne suis pas du tout fâché avec le terme, établir notre propre doctrine en la matière. Et je pense que tout à l'heure, monsieur, je crois que c'est vous là-bas, vous avez tout à fait raison. Et pour moi, c'est le sujet principal sur lequel il faut que nous travaillions dans les prochains mois. Laurent Pinet. Pour aller dans ce sens-là aussi et revenir sur 2-3 choses, moi j'ai plaisir à entendre cette notion de décloisonnement et de territoire, je ne sais plus le qualificatif que vous avez employé, performant, voilà. Quand on représente un réseau qui porte l'animation nationale des pôles territoriaux de coopération économique, forcément je bois du petit lait. D'entendre Jean-Pierre aussi assister sur ces notions-là, d'entendre préservons notre liberté d'entreprendre, moi ça me semble fondamental parce que c'est notre garantie de ne pas tomber dans l'instrumentalisation, parce que moi je veux bien qu'on... là aussi, moi le voyant rouge c'est un peu allumé quand
quand j'entends le ministre dire qu'on est un outil, voilà, moi ça me torture un peu l'esprit, voilà, parce que de l'outil, il est instrumentalisé nécessairement, donc ça me pose problème. Ne laissons surtout pas, comme le disait Jean-Pierre, l'État décider de notre avenir, de ce qu'on doit être, de ce qu'on ne doit pas être, et de ce qu'on va devenir. Négocions avec lui, contractualisons avec lui, mais nous sommes des acteurs, des opérateurs, et n'oublions pas que en fait, ce dont on parle, c'est nous, acteurs de la société civile, citoyens, qui l'avons inventé. Donc la propriété, c'est nous qui l'avons. Donc négocions, construisons ensemble. On veut bien être ouverts et discuter des évolutions et de la façon dont on doit les faire évoluer, mais ne nous laissons pas être désappropriés de ça, voilà, de ce que nous sommes. Merci. Cet échange est décidément très intéressant. Madame, c'est à vous. Anne Faure, je suis présidente d'un jardin de cocagne du Limon dans l'Essonne. J'aurais rien de plus à ajouter, mais j'étais très très surprise par cette fin d'intervention du ministre sur le marchand, non marchand. On est des entreprises marchandes et on est des associations marchandes. On a une activité de production, on est très heureux. Moi, je suis une très jeune dans le réseau Cocagne. Avant, j'ai fait du marchand, j'ai fait de l'entreprise. Et dans nos associations, le fait d'avoir une production, le fait de produire et de toutes les semaines, ce que disait Dominique, de toutes les semaines d'avoir des équipes qui apportent les paniers fabriqués, et le fait de se poser en permanence la question combien on vend, à combien on vend, est-ce qu'on est, comment on se positionne par rapport aux autres maraîchers du secteur, et ils sont très nombreux chez nous, hein. On est dans un secteur très 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 concurrentiel, mais c'est une force, c'est ce qui nous fait tenir aussi bien que l'insertion, c'est-à-dire qu'on marche vraiment sur deux pieds. Il ne faut surtout pas nous demander d'être des acteurs compassionnels de l'insertion. On s'y perdrait complètement. Voilà, donc je rejoins Chantier École. Merci. Encore 2 ou 3 questions. Alors, oui, il y a monsieur, mais il y a aussi le deuxième balcon. Tout va bien, on va y arriver. Et le temps que les micros arrivent jusqu'au destinataire. Oui, bonjour, Joël Sénavoine. Je dirige Aix Multiservice dans le pays d'Aix, donc dans les Bouches-du-Rhône. Bon, 2 choses, moi, qui ont un peu dévoyé notre action, c'est qu'on est passé depuis quelques années tout simplement à des marchés publics, et la relation avec le commanditaire, c'est pas du tout la même chose qu'une convention d'objectifs. Donc on fait des travaux, et en plus il y a le renouvellement, c'est-à-dire que là on est réellement en concurrence avec d'autres structures d'insertion, et qui peuvent venir de loin, hein, sur le département. Donc ça nous insécurise particulièrement. Et puis on a glissé, on faisait du travail de qualité sur les espaces verts. Aujourd'hui, on nous demande de faire les espaces gris sur des facs. Donc les marchés publics, c'est pas toujours la clé du bien-être pour nous. Ça, c'est une chose. Je voulais dire aussi que on est adhérent de la phase de Chantier École et de Cocagne, puisqu'on fait aussi de la production bio depuis quelque temps, et on est très en réseau avec des gens d'ici. J'ai un deuxième point d'intervention. On a parlé tout à l'heure du FSE. Alors nous, on n'y a jamais eu accès, mais moi, je prévois en 2024, j'aimerais y avoir accès, parce que tout simplement, nous, on a un problème qui est la métropole. La métropole d'Aix-Marseille était gérée en territoire. Et nous, on était plutôt bien dotés au niveau de l'insertion. La métropole nous aidait beaucoup. Sauf que l'année prochaine, ça va être une gestion métropolitaine entière. Il va y avoir une redistribution. Donc on a voulu regarder, prévoir tout ça en essayant d'accéder au Fonds social européen. Donc tout à l'heure, le ministre rappelait que c'était les départements qui géraient, qui géraient le FSE, ou tout simplement les plis. En fait, nous, ceux qui viennent de faire un appel d'offres, un appel à projet, c'est la métropole. Et en fait, l'appel à projet, il mentionne bien les SIAE, mais par nos interlocuteurs, on sait qu'on n'y aura pas accès, parce que la métropole du Pays d'Aix gère avant tout ses plis.
Donc ils vont financer leur pli en disant, alors attention, hein, il y a bien, si vous regardez l'appel à projet, il y a bien FSE et il y a bien pli. Quand vous regardez et que vous remplissez l'appel à projet, c'est purement de l'accompagnement dans le cadre du pli. Donc nous, on y a répondu par principe. Ils ont découragé à peu près toutes les autres structures SIA du département. C'est enfin les correspondants de. Et donc moi, j'aimerais qu'il y ait peut-être un point qui soit fait. C'est bien sûr, on nous a toujours prévenu que c'était compliqué le FSE, etc. Mais moi, je préfère en avoir et bien le gérer que de ne pas y avoir accès. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans tous les départements en France. En tout cas, nous, les Bouches-du-Rhône, les structures d'insertion, officiellement, oui, il y a un volet, mais j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose, un point qui soit fait par les réseaux, ou en tout cas qu'on nous aide, parce que moi je vais le défendre au niveau de la métropole, mais évidemment, pour avoir un gain de cause, ça ne va pas être évident. Bon, vous avez Merci 3 réseaux. sinon pour tous les échanges. Voilà, Avec 3 réseaux, vous devriez pouvoir arriver à trouver oui, je une pense oreille, avec 3 au moins réseaux. une oreille sur 6. Non, mais les 3 réseaux, ça s'explique tout à fait. Hein, mais ouais, merci pour cette intervention. Mais c'est vrai que le FSE, c'est toujours et partout, et pas uniquement dans les Bouches-du-Rhône, un problème, en tout cas épineux. Oui, mais normalement, il est fait. Moi, ça me gêne toujours parce que il est fait pour les personnes qu'elles accèdent à l'emploi. Je trouve qu'on n'est plus. Je suis désolé pour tous ceux qui font de l'accompagnement, mais je pense qu'on est vraiment pertinent. On voit vivre les gens, et si on a vraiment une interaction avec eux, c'est qu'au quotidien, on travaille avec eux et qu'on est très performant sur ce domaine-là. Merci beaucoup. Au deuxième balcon, on a quelqu'un avec un micro qui attend depuis un moment aussi. Merci beaucoup. Sébastien Bacholet, président d'un centre social qui héberge un chantier d'insertion. Nous sommes membres de Chantier École. Merci de cette réunion. Je découvre plein de choses. Il y a plein de trucs que je ne comprends pas du tout. Vous avez des sigles extraordinaires, mais comme dans chaque profession, donc je ne vous en veux pas. Juste, je n'ai pas la même analyse que vous. Excusez-moi, monsieur le président de ma structure. Je n'ai pas compris la même chose du ministre. S'il me dit qu'il faut que je fasse le même prix que le privé, eh bien, j'ai un problème parce que je sers non seulement les gens pour leur insertion, mais je sers aussi un territoire qui est en paupérisation. Et ils ne pourraient pas être servis, on ne pourrait pas leur vendre des services que l'on développe si on était au même tarif que le privé. Alors je veux bien qu'on soit des entrepreneurs. Ce n'est pas mon cas. Je suis un associatif et je pense que c'est important aussi de savoir à qui on vend. Et donc peut-être qu'on ne fera pas le même prix que le privé qui est à côté. Merci. Merci pour cette intervention. On a, voilà, sur la fosse, ou là-bas, peut-être, voilà, au premier balcon, mais sans micro pour l'instant, je crois. Si on pouvait faire descendre le micro du deuxième au premier, il arrive, voilà, bah, très bien. Et je crois que monsieur, si je vois bien, voilà, sur le micro qui est en bas. Ce qui me paraît important, c'est de vendre au juste prix. Après, par exemple, nous, en ce moment, on a travaillé avec Cocagne et on va vendre pour des gens qui sont plus en difficulté. On va vendre des paniers avec une aide financière de l'État, là, pour le coup, par la métropole. Et on va le vendre, un panier qu'on vend 12 €, on va le vendre 4 €. Ouais. Et donc ça me paraît plus juste. Et on reste sur le coût de production. Voilà. Tarif différencié, voilà, évidemment, en fonction des clients. Ça y est, je crois que le micro est descendu au premier. Ou presque. Mais ça montre l'intérêt de ce genre de rencontre et moi je trouve ça très intéressant. Merci, je vous passe le micro dès que j'ai terminé. Je vais faire court. Je voulais apporter un autre type d'éclairage. J'ai l'impression d'être un peu un ovni dans cette assemblée. Je suis vice-présidente d'un conseil départemental et je suis déléguée à l'insertion. J'ai bien entendu que les conseils départementaux n'avaient pas très bonne presse là aujourd'hui, donc j'ose quand même m'afficher. Je voulais joindre ma voix à un certain nombre de choses qui ont été dites. Alors je suis une déléguée à l'insertion, mais je n'aime pas le terme d'insertion, je préfère celui de travail et d'emploi, donc ça me situera par rapport à l'échiquier. Quel département vous pouvez peut-être nous donner? Meurthe-et-Moselle. 10 départements dans le Grand Est, un seul département géré par une majorité de gauche.
Nous sommes le petit village gaulois du Grand Est. Ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir vous dire là, depuis ma place, c'est pas parce que vous recevez de l'argent public que vous devez forcément être instrumentalisé et que vous êtes aux ordres de vos financeurs. On est partenaires. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Alphonse Derry qui nous rappelle que le modèle sur lequel vous travaillez, c'est un modèle économique alternatif. Alors, il n'est pas complètement abouti, il y a encore il y a moyen d'affiner un petit peu, mais c'est parce que c'est un modèle économique alternatif qu'il est effectivement périlleux, dangereux, et qu'il est temps qu'on vous range un peu là où il faut que vous soyez rangés. Et j'apprécie particulièrement les volontés d'élaborer une doctrine spécifique, et je pense que vous avez tout à gagner à défendre ce modèle-là. Je suis aussi sur un territoire où il y a une expérimentation, enfin ça s'appelle encore expérimentation, territoire zéro chômeur, et les entreprises à but d'emploi, on a la même discussion avec les entreprises à but d'emploi. Voilà. Est-ce que ce sont uniquement des tremplins ou est-ce que c'est une autre façon d'agir sur le monde? Voilà, c'est la seule contribution que je voulais faire. J'avais promis de passer le micro rapidement. Merci beaucoup. On a David Oriot qui veut réagir à ce qui vient d'être dit, et le temps que le micro circule, on sera bon. Ce qui est important, c'est les propos de la salle. Mais étant de Grand Est, je ne peux pas manquer de ne pas réagir. Je ne pense pas qu'il faille dire que les conseils départementaux ont mauvaise presse. Ce qu'on dénonce, ce que je dénonce, ce sont les conseils départementaux qui, jusqu'à maintenant, ont accompagné financièrement des chantiers d'insertion pour financer l'encadrement et l'accompagnement, qui aujourd'hui se désengagent partiellement, voire totalement, parfois pour aller financer d'autres dispositifs, qui fait que ça nous met aussi en concurrence ce que ni les uns ni les autres veulent. C'est ça que je dénonce. C'est le désengagement qui vient fragiliser nos dispositifs parce qu'on n'a pas d'autres possibilités d'aller compenser financièrement le désengagement de l'État, en sachant, je ne sais plus qui parlait d'économie ici, je sais, que l'on accueille une grande partie de BRSA, et quand on fait travailler des BRSA, on fait faire des économies aux conseils départementaux. C'est ni plus ni moins que ça que je dénonce. Après, quand les conseils départementaux s'impliquent financièrement, tel que bon nombre, de moins en moins quand même, continuent à le faire, il n'y a pas de souci, qui continuent à le faire, encore plus c'est mieux. Et ce qu'on dénonce aussi, et ce que je dénonce, c'est quand ils signent des conventions courant septembre, octobre pour l'année en cours, ce qui fait que les aides au poste ne peuvent pas être attribuées aux structures, et quand les conventions vont être signées, de toute façon, ça ne servira à plus rien de les attribuer, l'année sera terminée. C'est ça que je dénonce. Merci. Autre question ou intervention sur le premier balcon? Allez-y, je pense que ça marche. 1, 2. Bonjour à tous, donc Lydia Avon, je suis président d'une structure de l'IAE, membre de Cocagne et membre de Chantier École également. Alors, mon analyse est la suivante. Il se trouve que sur le territoire où je suis, il y a aussi l'expérimentation France Travail. Depuis tout à l'heure, on a parlé en termes de coûts, mais on n'a pas parlé en termes de gains. Et quand vous regardez tous les documents sur l'avant-projet de loi plein travail, vous avez un document parallèle qui a été distribué à tous les parlementaires, et c'était l'objet de notre rencontre ce midi, puisqu'on a déjeuné avec 2 députés. On aurait à gagner à calculer notre impact en termes de gains. Si on prend l'exemple de France Travail, dans la répartition des différents acteurs de premier cercle, Pôle emploi, CAF, Conseil départemental et missions locales, aujourd'hui, calcule quel est le gain que rapporte, par exemple, la mise en réseau de tous les acteurs par rapport à un chômeur, par rapport à quelqu'un qui perçoit le RSA. Or, moi, dans ce document, je n'ai rien vu en ce qui concerne l'IAE. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans la pratique, une personne qui fait un parcours IAE de tant d'heures ou de tant de mois, quel serait le gain par rapport au coût que ça coûte à l'État?
Depuis tout à l'heure, on a parlé des 134 millions, mais je vous donne des exemples très simples qui m'ont quand même très éclairé. Dans ce document, il parle qu'un chômeur coûte 25 000 euros par an. Voyez, et un CDDI, dans la pratique, si on calcule le gain que ça pourrait rapporter à l'État, je suis pratiquement certain, avec non seulement la partie emploi, mais la partie accompagnement social, logement, etc., le gain serait largement positif. Et je pense que les réseaux devraient peut-être réfléchir sur cette doctrine et changer de posture en disant, écoutez, nous, on a besoin de tant d'euros. Ben, à ce moment-là, peut-être présenter un dossier en disant, nous, on apporte tant d'euros. Et à mon avis, je pense que ça, l'État, aujourd'hui, ils n'ont reçu aucun document de quelque réseau que ce soit leur disant, bon voilà, la situation est la suivante. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense qu'il ne faut pas négliger le dossier France Travail, puisque aujourd'hui, les choses ont quand même bien avancé. De ce qu'on a compris de nos députés ce matin, c'est qu'on a gagné un peu de temps, puisque le projet de loi qui devait être analysé en juillet sera finalement analysé qu'au Sénat et passerait à l'Assemblée nationale en septembre-octobre. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à introduire, alors via je ne sais qui, peut-être via le ministre, mais via aussi les députés, des amendements de façon à ce que l'IAE au sens large puisse être intégré réellement dans le réseau des partenaires associés. Puisqu'à un moment donné, au jour d'aujourd'hui, on cite le réseau, mais dans un article lambda. Donc les choses, je pense, vont aller très très vite. Ce n'est pas un secret lorsque je pense que le ministre évoque, bah, écoutez, on a jusqu'à septembre, je ne sais pas quel est le budget, mais à mon avis, il ne s'agit pas non seulement aujourd'hui de convaincre un ministre, il s'agit aussi de convaincre l'administration au sens large, puisque les choses sont quand même bien avancées. Alors, dernière chose, c'est que nous, en tout cas, à La Réunion, en tout cas, moi, je reçois, et dans nos structures, on va recevoir, on a reçu Elisabeth Borne il y a à peu près un mois, et on reçoit Thibaut Guilly exactement le 11, et on a prévu des séquences sur l'IAE, sur Cocagne, etc. Donc, on fera passer les messages en même temps de notre côté, mais je pense que ce n'est pas faux de dire que chacun dans son territoire, bah, il faut faire jouer, comme on dit, le réseau, il faut faire jouer le lobby de chacun pour que bah, les mentalités changent. Voilà. Merci. Oui, merci. Nathalie Latour. Oui, merci. C'est extrêmement important parce que ce travail de proximité que vous faites avec vos députés et que vous allez continuer à faire avec Thibaut Guilly dans la continuité de ce qu'on a posé, ça fait partie vraiment des choses qu'il faut qu'on fasse chacun à nos places sur la proximité des territoires avec les députés. Et nous, dans le travail ici avec les réseaux, on a avancé vraiment sur toute une série d'amendements qu'on va valider d'ici fin de semaine, puisqu'effectivement, pour le Sénat, il faut que les amendements soient déposés au plus tard le 28 juin. Et je peux vous assurer qu'on est tous extrêmement mobilisés pour que la part de l'IAE, qui aujourd'hui n'est pas visibilisée dans le projet de loi, prenne toute sa place, telle qu'on l'a rappelé ce matin, y compris dans les documents, comme vous le dites, de gains et de ce que ça coûte, mais surtout ce que ça rapporte. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de prévu. Mais ce qu'on va faire est absolument nécessaire, mais il ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que c'est nécessaire, mais on fait les auditions, on est en lien avec les rapporteurs, on est en lien avec les chefs de groupe, etc. Mais le travail en plus que vous ferez à partir de ce qu'on vous communiquera, des amendements ou du plaidoyer auprès de vos députés, sera vraiment gage de réussite pleine et entière dans la façon dont ils voteront ensuite la loi. Merci. Est-ce qu'on a encore des questions? Ça serait les dernières. Je vois une main qui s'est levée sur le premier balcon. Bonjour. Et après, voilà. Mais on essaye d'avancer après. Bonjour, Laurent Pierret. J'ai plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. J'ai été responsable de structures d'insertion, j'ai été directeur d'entreprise adaptée. Et depuis le 1er juin, je suis à la retraite. Merci, monsieur le ministre. Au-delà de la boutade, depuis 2 ans, je fais aussi des contrôles de processus de formation. Et normalement, dans une semaine, je vais être élu président de Chantier École Bretagne. Je vous donne un exemple tout bête et après j'arrête mon propos, ça va être très court. La problématique du conseil départemental du Finistère, ils n'arrivent pas à financer le ménage dans les collèges. Eh bien, le président du conseil départemental, ancien conseiller du cabinet McKinsey, eh bien, il a monté un chantier insertion à raison de 20 heures par semaine sur 8 mois pour faire le ménage dans les collèges. Point barre. Il n'y a aucun accompagnement social, il n'y a aucune formation.
C'est tout, j'ai plus rien à dire. Merci. Une dernière intervention ? Dans la fosse, au milieu, 5 ou 6e rangée. Le micro arrive. On se dit que c'est la dernière, ça va à tout le monde ? Allez-y. Donc Nordine Boukatev, je suis vice-président de Chantier École. Ce sera l'avant-dernière et la dernière là-bas. Donc, moi, je remercie vraiment toutes les interventions parce qu'elles elle m'a enrichi d'une certaine manière parce que j'ai une réflexion sur plusieurs années et je me remets à ce jour en question. Je suis aussi animateur d'un pôle territorial de coopération économique qui s'appelle Émergence Sénin-Carvin. Et c'est vrai que les termes qui ont été employés, pour résumer, la coopération, c'est le maître mot. Ça veut dire que moi, je pense vraiment, il y a peut-être un travail de terrain parce que le ministre, et on le remercie d'être venu, il part du rapport de l'IGAS. Le rapport de l'IGAS part sur des indicateurs qui occultent complètement toute la valeur ajoutée que peuvent apporter les ACI, notamment sur l'esprit d'initiative, la santé, la créativité. Tous ces points-là ne sont pas repris sur le rapport IGAS. Donc, un ministre, si vous voulez, il va lire la synthèse, et la synthèse dit que, voilà, c'est pas rentable, en gros. Il n'y a pas de placement. Et donc, convaincre, évidemment, les ministres, ça ne va pas être suffisant, en fait. Ce qu'il faut faire, et il y a une expérience qui est menée sur les Hauts-de-France, puisque je suis des Hauts-de-France, avec l'ensemble des réseaux, c'est une discussion territoire bassin d'emploi par bassin d'emploi avec toutes les structures d'insertion par l'activité économique qui peuvent remonter les remarques, peut-être l'amélioration, il ne faut pas avoir peur des mots, du modèle économique des structures d'insertion par l'activité économique. Moi, je n'ai pas honte de dire, et je suis très content, je crois que c'est Jean-Christophe qui en a parlé, la libre entreprise, on peut dire entreprise sociale et apprenante, il n'y a pas de gêne. On est des entrepreneurs dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, donc il ne faut pas avoir peur des mots. Et j'aime bien aussi le terme qui avait été évoqué ce matin par M. Alfandéry, que je ne connaissais pas. Donc voilà, il parle d'économie mesurée. J'aime bien ce terme-là, économie mesurée, création d'une richesse pour l'intérêt commun. Et justement, cette économie mesurée, si on peut encore écrire là-dessus, qui a un impact économique, qui intègre ceux ou celles que le libéralisme extrême a mis à l'écart. Vous voyez, qui met à l'écart, qui isole, qui détruit, qui casse. Donc ça, rien que sur cette expression-là, il y a de quoi travailler, il y a de quoi réfléchir, et il y a de quoi démontrer sur le terrain. Bien sûr, j'aime bien la fiche, je ne sais pas pourquoi on l'a enlevée, mais la fiche qui dit « Attention, écoutez ceux du terrain ». Oui, il faut écouter ceux du terrain, et on peut organiser des échanges qui peuvent tous nous enrichir. Vous savez, moi j'ai 42 ans dans le milieu de l'insertion, je suis heureux, et j'apprends aujourd'hui encore des choses, quoi. Soyons tous humbles et modestes et disons qu'on peut encore mieux faire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Allez, la dernière intervention. Après, il faut qu'ils aillent bosser sur la doctrine. Ben, ça tombe bien, c'est une transition là-dessus. Donc je rends hommage à mon camarade des Hauts-de-France, puisque je suis d'Hauts-de-France aussi, et je lui dois le respect, puisque moi je n'ai que 32 ans d'insertion par l'activité économique. Respect. Pour faire court... Pour rejoindre mon camarade aussi en scène de Chantier École, il faut qu'on dépasse la notion de simple outil. On n'est pas qu'un outil. Ce qu'on démontre aujourd'hui, c'est vrai que c'est une première qu'on se retrouve exclusivement entre ACI pour revendiquer nos valeurs, nos apports, notre héritage. On a 4 décennies quand même de capital culturel en commun. Je crois que c'est la première ACI Pride à laquelle j'assiste. Et je crois qu'on a bien fait de faire notre coming out, il était temps. Vous savez, dans les Hauts-de-France, moi je suis frontalier. Vous savez ce qui distingue, quand on est français et qu'on va faire ses courses en Belgique, ce qui distingue la vitalité économique des Wallons et des Flamands. J'ai plein d'amis belges, alors je peux le dire. C'est en Belgique, quand on vend une maison, on met une pancarte dessus, il est écrit « à vendre ». Et chez les Flamands, vous savez ce qui est écrit ? « à acheter ». Et c'est toute la différence. Il faut qu'on brandisse ça. On n'est pas à vendre, mais on a des choses que vous pourriez bien acheter. Merci.